Fabrice Ndom, normalement, il devrait avoir des cérémonies solennelles pour signifier que nous comprenons le caractère hautement historique de ce qui se joue. Amusons-nous un peu là. On va s'amuser d'abord un peu. On va répondre à quelques vauriens qui s'agitent. Vous savez qu'il y a deux vauriens qui se sont agités il y a quelques jours. Le premier vaurien, c'est M. Macron, qui nous disait que non, voilà les panafricains qui soutiennent des néo-impérialistes. Vous vous souvenez? Absolument. Son discours aux ambassadeurs. Il faut que nous n'oublions pas à quel niveau le débat se situe. Hein. Vous là, nous avons pour interlocuteurs tous les chefs d'État occidentaux. Nous avons pour interlocuteurs les lieux secrets occidentaux. Parce que au niveau du débat, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Pour la première fois, il y a une riposte en termes de débat géopolitique, géostratégique. Il y a le niveau tel qu'eux-mêmes sont battus depuis. Et pourquoi ils sont battus? Parce que, voilà, un vaurien, M. Macron, qui va s'asseoir devant un ambassadeur, au lieu de raconter ses histoires, au lieu de parler même de Brigitte Macron aux ambassadeurs, plus apparemment, elle n'avait rien à faire, il ose parler de panafricanisme et de néo-impérialisme. Alors que sa culture idéologique est extrêmement faible sur ces questions-là, nous savons ça. Parce que quand vous allez à Davos et que vous avez pour père intellectuel Klaus Schwab, un petit nazi, demeuré comme il est, on comprend votre niveau. Comme si il connaissait ce qu'on appelle néo-impérialisme et panafricanisme. Il nous disait, comment peut-être soutenir des néo-impériales? Bon, il a la réponse. Bon, il peut voir la réponse, parce que comprendre, ce n'est pas son niveau. Mais il peut voir la réponse. Il voit la réponse. Voilà la réponse, petit garçon de l'Élysée. Petit garçon. Tellement petit que vraiment, les Français doivent répondre devant l'histoire comment ils font pour élire des gens comme ça et s'appeler démocratie. Les Français doivent répondre ça devant l'histoire. Ils sont un peu plus évolués. Les Français doivent répondre devant l'histoire. L'histoire interpelle les Français. Comment peut-on être une démocratie et élire des gens comme Macron comme président? C'est-à-dire qu'on les lit en connaissance de cause puisqu'on est une démocratie. Le deuxième vaurien, c'est Achille Mbembe. Je suis obligé de parler de ce type. Il a fait une sortie dans les médias de sa maison, sans publicité, RFI et machin, pour dire que non, vous vous souvenez, nous faisons le panafricanisme frélaté. Qu'une espèce de néo-souverainisme sans consistance. Et que la dénonciation de la France-Afrique masque une indigence intellectuelle. Bravo. Bon, vous savez qu'il est habitué à des ronfleries de ce genre pour masquer sa vacuité et son vide intellectuel. Parce que les gens confondent en Afrique intellectuel et universitaire. Et encore, tout à l'heure, je recevais quelqu'un qui l'a connu en Pennsylvanie, qui me racontait qui a Achille Mbembe tout à l'heure. C'est ça la chose, le message. Il me disait que voilà ce qu'il vaut. Observe, dans les universités où il est passé, il fait au moins d'1 an. Là, en Pennsylvanie, il est tellement inconsistant qu'il faisait moins d'1 an quand il passait. Mais bon, ce n'est pas le sujet parce que ce n'est pas ça qui est important. Alors, voilà la réponse. La question est celle-ci. C'est normal. Monsieur Mbembe est les sommeliers de Montpellier. C'est-à-dire la clique de soi-disant intellectuels que Macron a recruté. C'est-à-dire, vous voyez, quelqu'un dit qu'il est intellectuel, il se fait recruter par Macron. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire quelqu'un est intellectuel et il se fait recruter par Macron. Macron qui incarne le vide sidéral qu'une personne peut incarner sur cette terre, le vide absolu en termes d'âme humaine. Mais quelqu'un dit qu'il est intellectuel, il se fait recruter par Macron. Donc les semeurs de Montpellier, bardés de leur agrégation, ils ont 100, 200, 300 agrégations. Le dernier avait 4 doctorats. Le Nabucco, qui nous parle de servitude volontaire,
pour dire que vraiment la question du franc CFA, c'est la servitude volontaire. Nabucco. Pour vous dire, le genre d'intellectuels les gens diplômés que vous avez, ce monsieur Macron l'a chassé de la francophonie parce qu'il avait osé mettre sur la table la question du franc CFA. Nous, ici, on a pris sa défense ici. Vous vous souvenez, ici. Ici. Mais dès que Macron l'a fouetté, là que l'on revient, il a renié ces thèses qu'il disait avant. Nabucco. Il parle de servitude volontaire. Silencieux, ils sont tous silencieux devant ce processus historique. Silencieux. Pourquoi? Parce que ça remet en cause la même mise de leur maître, de la tutelle française, de ces anciennes colonies, et ils vivent de ça. Ils sont silencieux. Ils ont ramassé un vaurien mettre devant, comme si ce monsieur pouvait influencer même une chèvre en Afrique. Comme si... Voilà la réponse, Fabrice. Pourquoi c'est important, cette réponse? Parce que ça fait 13 ans qu'on a cessé. Les gens ont vu comment on a construit depuis 13 ans cette dynamique. Pas à pas, pierre par pierre, sous la protection du vrai Dieu, l'inspirateur suprême de ce mouvement. Pas à pas. Fabrice Ndom. Comment c'est monté en puissance? Pas à pas. Après, on est passé à ce que nous avons appelé. Je rappelle ça pour que ces petits vantards qui pensent au doctorat et la migration, contre lesquels nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Passons. Il y a de très bons docteurs, de très bons agrégés en Afrique. Ils sont nombreux, j'en connais. Avec qui on travaille d'ailleurs. Mais ceux qui dépendent de Paris et de Washington, là, c'est eux avec qui nous avons des problèmes. C'est-à-dire que ils pensent qu'ils sont les seuls à avoir la capacité de penser, alors qu'ils n'ont jamais pensé à la réalité. Alors ils confondent la besogne. C'est-à-dire vous besognez. La besogne, ce n'est pas la pensée. On peut écrire 1000 livres et ne jamais avoir pensé dans sa vie. Donc, vous voyez, vous étiez à ce congrès, premier congrès du NMP. Nous avons parlé, Bertrand, tu te souviens très bien, panafricanisme et le gouvernement. Tu te souviens très bien. C'était le thème. Panafricanisme et le gouvernement. On est près de 3, longtemps avant que les révolutions maliennes, burkinabé et nigériennes ne prennent. Nous disions à ce congrès qu'il faut passer du panafricanisme tribunicien, excellent que nous avons fait ici, pour commencer à penser le panafricanisme comme étant l'articulation entre une démarche révolutionnaire et une capacité à gouverner. Et on disait que c'est de là que va sortir l'embryon du panafricanisme du XXIe siècle. Tu te souviens, non, Bertrand? Tu y étais, n'est-ce pas? Et il y a des documents. Pour dire que ce qui arrive là, comme on veut le dire, comme la France et ses chiens couchants, on veut le faire. Non, c'est du spontanéisme de rue. Que les gens qui parlent là, ils sont coléreux, ils sont nerveux. Que monsieur a une pensée solide derrière. Quelqu'un n'a pas besoin d'être repris à RFI, à France 24 et ailleurs. Il y a une pensée solide derrière. Nous ne sommes pas là dans du spontanéisme. Voilà ça. Alors, qui va encore venir parler de panafricanisme frélaté, de néo-souverainisme, pour se moquer. Parce que quand on est capable de mener un combat, on le dénigre toujours. Tous ceux qui ne sont pas en mesure de mener un combat, le dénigrent toujours. Tous ceux dont les intérêts sont menacés par un combat historique dénigrent toujours ce combat et se liguent pour le détruire, y compris par des armes intellectuelles. Il faut que la France aille recycler ses combattants et ses chiens couchants. Les Mbembe, Nabucco et consorts là sont des vauriens, ils ne peuvent pas se tenir devant nous. Voilà ça. C'est important, cette dimension, mon cher ami. Tout à l'heure, vous avez demandé, mais pourquoi d'autres initiatives chez ces gens ont échoué auparavant? Je voudrais vous rappeler que la première communauté, vous allez comprendre pourquoi il y a la crise au Niger. Et que l'histoire, mon cher ami, l'histoire ne bégaye pas Fabrice Ndom. Et ce qui est bien avec l'histoire, c'est que l'histoire n'oublie jamais. L'histoire est une mémoire terrible. Et l'histoire se tient. Jocelyn, Fabrice Ndom. Je vous confonds, tout à fait. On a une pensée pour lui cet après-midi. L'histoire
n'oublie jamais ses précédents. Vous comprenez? Et quand il y a eu un précédent dans l'histoire qui est passé, quand le précédent revient dans l'histoire, il revient ayant maturé, ayant accumulé pour donner le meilleur. Écoutez-moi très bien. On est dans les années... 1900, je crois, 70. Non, 57. Ok, 57. On est en 57. Il y a une loi du 10 janvier 1957 où la France instaure par une loi la communauté de ce qu'on appelle l'Organisation commune des régions sahariennes. Elle va durer jusqu'à 1963. Cette organisation est déclenchée, Fabrice, par la découverte, écoutez bien, du pétrole, du gaz et de l'eau. À la suite de 3 missions lyonnaises, écoutez bien, 3 missions lyonnaises, la France coloniale décide de lancer l'Organisation des communes et régions du Sahel. L'Organisation commune des régions du Sahel, des régions sahéliennes. L'OCRS. Oui, l'OCRS, oui. Je répète, c'est la découverte du pétrole, du gaz et de l'eau. Je vous ai dit ici il y a quelque temps que la nappe d'eau du Niger est capable d'alimenter le monde entier à partir du principe que le monde entier n'a pas d'eau et que le Niger soit le seul à avoir sa nappe phréatique. Elle peut approvisionner le monde entier sur au moins, écoutez-moi bien, 100 ans. Uniquement la nappe d'eau du Niger. Mais je suis en train de vous parler. Les Français ont vu ça depuis les années 50. À la veille des indépendances, ils lancent le projet-ci. Mais ça aurait été la catastrophe, c'était juste pour enrichir la France. Et la France devait aller partager ça avec les États-Unis. D'ailleurs, M. Amadou Diori, sa mort viendra dedans. Amadou Diori, son déclassement va venir d'ici. Parce que lui, il était un pro-français au départ, à un moment donné. Vous comprenez ça? Vous voyez comment l'histoire fonctionne. Après ça, la France abandonne le projet. Bon, elle n'a pas besoin de ça, elle avait des valets partout. Alfred Boigny était là, tous ces valets, il était là, rien de bon pouvait se faire dans la sous-région, qui soit contre les intérêts de la France, jusqu'à ce qu'avènement de la CEDEAO. Alors, aujourd'hui, Bertrand, c'est quoi? Qu'est-ce que l'alliance de l'État Congo, c'est quoi? C'est une véritable renaissance de ce projet, mais cette fois-ci mise en œuvre par les panafricanistes. Le Sahel, depuis son existence, appelle le panafricanisme, a besoin du panafricanisme depuis son existence. Le Sahel, qui provient de la né du découpage colonial, depuis soupire après le panafricanisme, a besoin du panafricanisme pour exister. La France a voulu dévancer. Comme vous comprenez, c'est une affaire de vie ou de mort pour la France au Niger. Elle est déjà morte parce que c'est terminé. Elle est déjà morte. Voilà pourquoi ces panafricanistes, le vent panafricaniste ne pouvait pas déboucher sur la mise sur cette organisation. Il n'y a pas de sécurité dans le Sahel sans la mise en communauté de projets de défense. Pour commencer par là, de sécurité. Alors moi je pose une question au monde entier. Si ce n'est pas ça le panafricanisme, c'est donc quoi? C'est donc quoi? Ben, vous avez la charte devant vous, non? Tout à fait. Allez lire dans ces articles pertinents, article 4, article 5, article 6 et 7, allez lire. Si ce n'est pas ça le panafricanisme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait ici? Vous voulez que je boude mon plaisir cet après-midi? Du tout. Mais je suis l'homme le plus heureux de la terre cet après-midi, monsieur. Je suis un homme heureux. C'est rare dans l'histoire de voir ce pourquoi on s'est battu. Porter ses C'est fruits. rare, oui, c'est rare dans l'histoire. Nous sommes des générations qui voyons ce que nos prédécesseurs n'ont pas vu. Après avoir donné leur vie pour ce combat. Nous, on vit, on voit ça de nos yeux. Et moi, je voudrais rendre grâce au vrai Dieu cet après-midi. C'est un processus irréversible. Les rêveurs qui pensent que non, c'est de l'agitation me font rire. Ce mouvement, il est né, cette alliance est née dans le sang, dans la guerre, dans l'instinct de survie. C'est solide. C'est du solide. Et c'est en train de trancher un conflit historique. Pour ceux qui ont un peu ce que j'appelle une culture panafricaniste, ça veut dire une connaissance de l'idéologie panafricaniste, entre guillemets, si on doit appeler ça idéologie. En tout cas, au sens noble du mot. Ça veut dire qu'on est à une époque où on salit l'idée de l'idéologie. On salit ça. Les mondialistes disent que les idéaux, que ça relève du passé.
avec le mondialisme est la première idéologie extrêmement nocive pour l'humanité. Deux courants se sont affrontés sur le panafricanisme en matière d'unité. Pour ce qui concerne l'Afrique, deux courants. Le courant que Nkrumah va porter, à savoir l'unité politique conçue en tant qu'en ayant le territoire de tous les États africains comme étant l'espace d'expression de ce panafricanisme-là, au plan politique. Nkrumah disait qu'il faut l'unité continentale, l'unité. Et il y a le projet de Marcus Garvey qui dit non, on peut commencer par un État. Une puissance étatique s'élève et commence à porter le projet panafricaniste pour contaminer, diffuser au fur et à mesure la question est tranchée. C'est fini là, le noyau, c'est né là. Et Bekima a bien compris que ce n'est pas une affaire de frontières, je le salue en passant. Pas une affaire de frontières. On aurait souhaité qu'il soit effectivement avec nous, Dr Bekima. Je vous ai dit ici que vous ne savez pas ce qui se prépare. Ouais. Quand Dieu, le vrai, a un projet, laissez ça, rien n'est pas arrêter ça. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce qui se prépare. Vous allez voir le panafricanisme, vous n'imaginerez pas, vous n'allez pas croire. Ça fait des années que moi, Barakani, je le dis ici. Et pour ça, ça se fera sans les guerres et les armes que les gens vont procéder. Voilà ça devant vous. Hein. C'est parti là, c'est terminé. Est-ce que c'est fini? Est-ce que le débat est clos? L'hypothèse d'une véritable guerre armée au Sahel, parce que Bertrand l'a dit tout à l'heure, si Macron se sent garçon, le président Macron, qu'il aille donc effectivement engager ce qu'il a démarré. Commençons par dire qu'il n'est pas garçon. C'est maintenant le Fontenay, que mon aîné me connaît bien, qui vous a dit qu'il n'était pas un garçon. Il est garçon apparemment. Bon. La défense m'interdit de dire ce que je veux dire sur votre plateau ce soir. Je vous en prie, président. Pour une fois, j'accepte votre police. Mais il n'est pas garçon. Il n'est pas garçon dans sa vie. De plus, il ne peut pas être garçon sur des questions comme celle-ci. Oui, la question de la sécurité, là, la pierre angulaire est posée, c'est terminé. Vous connaissez l'enjeu de cette affaire, moi je vais vous dire. Le premier enjeu, il est militaire, c'est évident, la question sécuritaire. Ça veut dire quoi? Le littoral Nkrumah, c'est pas de 400 000 km de superficie. Ça veut dire c'est pratiquement l'état du Cameroun. Tout à fait. Ouais. Et ça fait longtemps que c'était un espace non sécurisé par les États. Vous savez pourquoi? Du tout. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, tous ces pays-là, il y a quelques années, étaient des comptoirs français. Alors, comme historiquement, un comptoir français n'a pas une armée digne de ce nom, c'est le principe de base. Hein? Pourquoi il veut surpris qu'après, une si vaste région n'a jamais été sécurisée? Qui avait intérêt à la sécuriser? Qui? Personne. La France était chez elle. mais quand les mutations géopolitiques, d'ailleurs, pendant la guerre froide, la France a été le seul pays qui a pu démontrer qu'il pouvait être avec la Russie, avec l'URSS et en même temps avec les Américains. Vous avez oublié qu'il y avait, cher Nguem, tu connais ça mieux que nous, non? Vous avez oublié qu'il y avait en France un parti qu'on appelait le Parti communiste français qui faisait 22% aux élections, avec un leader qu'on appelait Georges Marchais. Kamala was in on it. Leader qu'on appelait Georges Marchais. Voilà, c'est ce pays-là qui vous dit aujourd'hui que vous cherchez un nouveau maître qui s'appelle la Russie. Non, moi, j'ai fait de la pédagogie simple. C'est le pays-là qui vous dit aujourd'hui que vous avez un nouveau maître. Lui, là, ce pays-là, a eu chez lui un parti communiste français qui faisait 22% aux élections. C'était le premier parti de l'opposition à l'époque, jusqu'aux années 80, parce que les socialistes arriveront en 81. Claire! C'était le premier, mais c'est clair. Premier parti d'opposition après le parti de droite qui était le parti gaulliste. Tout à fait. Lequel même De Gaulle n'hésitait pas à aller en Russie, en Union soviétique, pour pouvoir chanter, je dirais, les vertus, les objectifs de ces pays de l'époque. C'était quoi l'exception française? Ah ben, c'était entre les deux. Mais alors, entre les deux, je ne m'aligne pas. Ben voilà. De Gaulle s'est retiré de l'OTAN, pourquoi? Entre autres. Mais pour rechercher une souveraineté. Revendiquant une exception française. Non, mais toi, Africain, tu n'as pas le droit de revendiquer une exception africaine. Mais tu as compris, on va, merci. Mais tu as voilà. Compris. C'est ça la problématique. Et maintenant, après De Gaulle s'est installé un gouvernement mondial. Sarkozy a ramené à l'intérieur du commandement intégré
la France. Une fois la guerre froide Commandement, une fois la guerre froide terminée. Le Donc, commandement intégré de l'OTAN. pendant la guerre froide, Donc là, la France se permettait de faire ce que les dirigeants africains font aujourd'hui, à mais savoir bien sûr. revendiquer Mais du très bien neutralisme. même. Je me demande si De Gaulle, on le réveillait maintenant, ne satisferait pas avec ce qui se passe au Niger. Oui, mais Mais je me demande bien parce que, en fait, ce que nous faisons aujourd'hui, ce dont nous débattons aujourd'hui, était débattu déjà par De Gaulle quant à ce qui concernait à l'époque l'indépendance de la France au sortir de la guerre de 1945. Fallait-il être l'allié des Américains, donc dans l'alliance de l'OTAN, complètement pieds et mains serrés, et De Gaulle disait, mais non, la France est un pays libre et indépendant, donc voilà. Et voulons dans nos échanges, président. Donc c'est exactement ce pourquoi nous nous battons sommes aujourd'hui. dans les échanges. Nous sommes. Mais c'est exactement. Nous sommes je suis en train de répondre au calife Béala. C'est une grande sœur qui était ici. On va pas. Non, j'appelle on son va nom pas parce que laisser je l'aménage même beaucoup, tu le sais. C'est une grande sœur. Quand il dit à quelqu'un une grande sœur, ça veut dire que je l'aime même beaucoup. Sinon, on va la traiter comme Achille Bembe, c'est pour rien là. Allons-y, président. Elle était ici. Je dis aux gens qui nous parlent que nous cherchons de nouveaux maîtres. On est obligé de leur faire un cours de géopolitique en mondovision. On est obligé de faire ça. C'est ce qu'on a pu faire avec mon aîné, Mbouem. Et ils habitent en France. Ils aiment la France. Ces gens qui osent se mêler des débats qui les dépassent. Non, ils n'ont rien compris dans le Qu'ils contexte. aillent donc lire l'histoire de la France et ils vont comprendre ce que nous on fait aujourd'hui. Mais Et nous on fait le grand frère. C'est ce qu'on a fait faire aujourd'hui. Je dis que De Gaulle, qu'ils aiment tant, et qui est la figure politique indépassable de la France. Et De Gaulle disait que l'Europe, c'est de l'Atlantique à l'Oural. À l'oral. Et quand tu dis l'Oural, qui est à La l'extrême Russie. de l'Oural? C'est la Russie. C'est la Russie, monsieur. C'est l'Union soviétique. Je dis qu'il faut rappeler. Il faut rappeler ça, Fabrice. Il faut tolérer qu'on C'était fasse de la en géopolitique. mondovision. C'est-à-dire que De Gaulle, il y avait une base militaire américaine en France. Au sortir Mais- de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, De Gaulle va demander le départ. de le cette base départ militaire. immédiat. Est-ce que pour l'avoir fait plus tard, ça a empêché qu'il faut un deal secret avec la USA sur le dos de l'Afrique? Ils l'ont fait. Le deal secret était déjà là. Oui. Pour dire à ces gens que ne venez pas attaquer les panafricanistes Non, non. sur le plateau sans ça. Faites attention parce que on risque de montrer que vos diplômes ne valent rien. Il faut préserver le critère. Non, ils ont des Il faut diplômes préserver le universitaires. critère de séjour, c'est... Oui, mais ça ne vaut pas l'Afrique, le sort de l'Afrique. C'est-à-dire que ce que nous faisons là, c'est ce que De Gaulle a fait. Le pays donc, qui avait en son sein dans ces années-là un parti communiste qui faisait 22% aux élections, Même plus. ce pays-là est en train de dire aux Africains, vous n'avez pas le droit de faire ce que moi j'ai passé ma vie à faire hier. Vous pouvez Mais me il faut intérêts. même dire clairement qu'en 1981, il y avait des ministres communistes au gouvernement. sûr. Il y avait au moins On connaît les 5 noms. ou 6. Le dernier s'appelait Monsieur U. Monsieur U. Monsieur U, le Sur le dernier. gouvernement là, de Jospin, là, récemment. Jospin. La ministre des Sports. Robert Hue. Robert Hue. La ministre des Sports, comment elle s'appelait? Oui, j'oublie le nom là. Oui, qui a été aussi secrétaire général du Parti communiste. Parti communiste. J'ai Oui, oublié. était- Madame Il était Buffet. ministre, Madame Buffet. D'ailleurs, François Madame Mitterrand, Buffet, donne le nom. François Buffet. Mitterrand vous en va prie. être plus pervers, c'est-à-dire qu'il va faire un découpage électoral qui va permettre au Parti communiste d'avoir un gros groupe parlementaire à l'Assemblée. Elle s'appelait Et Buffet. qui va faire voter, qui Donc- par son abstention va permettre à ce que les socialistes fassent passer leur loi. Je donne son C'était- nom. Alors, président, vous gardez la parole. Elle s'appelait Madame Buffet. Ils veulent la tuer. Et on appelle ça payer des lumières. Non, faut- Je voudrais... ils veulent- C'est historique ce qui se passe là. Et moi, je vous dis que la question sécuritaire, c'est réglée. Moi, je vais vous dire pourquoi. Le premier enjeu, c'est quoi? C'est que tous les groupes terroristes là, vous savez, je vous parlais de l'immensité de l'État Congo. C'est pour ça que la France est venue créer une ville militaire dans le Sahel en plein 21e siècle. Oui. Cher René. C'est-à-dire que l'Afrique, c'est quand même terrible. Mais on vient de très loin. Comment on peut laisser un pays étranger venir créer toute une ville militaire? 5000 hommes, Balkan, 5000 hommes. Développement. Vous savez pourquoi on est obligé d'avancer? Parce qu'on a touché le fond. On peut seulement remonter. Et- On va seulement remonter. En même temps- 5000 hommes En même temps, ils ne peuvent pas assurer la sécurité intérieure de de la France. Clair. Parce que ils sont à l'OTAN. Mais la France est une colonie de l'OTAN. Et on est devant une situation extraordinaire, c'est qu'une colonie colonise d'autres colonies. Mais c'est ça l'événement de l'histoire. Au lieu que Macron fanfaronne sur le new impérialisme qui n'est pas à son niveau, qui s'occupe de Brigitte, ça c'est à son niveau. Le problème c'est que comment une colonie vous colonise? Parce que la France est une colonie de l'OTAN. Complètement. C'est une colonie. Mais comment une colonie colonise
tout un continent, en venant mettre là-bas 5000 hommes, une cité militaire, pour sécuriser cet endroit. Et la France pouvait donc se vanter parce qu'elle avait un espace tellement large, près de 400 000 km². Pour faire toutes ces manœuvres. Ben, c'est là-bas donc qu'elle coordonnait l'existence d'une armée informelle de terroristes. Nous l'évaluons, cette armée-là, à près de 30 000 hommes. Écoutez-moi bien, qui se dispersent de temps en temps, machin, mais tout ça est coordonné. Barkhane sait à coordonner ça. Mais Barkhane n'est pas seul. Avec les bases militaires américaines, ils sont ensemble pour coordonner ça. Et Takuba, c'était de venir amener l'Europe là-bas. La France avait peur. Comme en son temps, un autre criminel qu'on appelle Léopold a eu peur de dire que si j'ai le Congo pour moi seul, Ça sera difficile. d'autres Européens cupides vont me tuer. Autant mieux j'ouvre. J'ai créé une association avec des actionnaires pour diriger ce pays. Il a invité les Américains et les autres. Voilà pourquoi aujourd'hui la RDC n'est pas tranquille. La RDC, c'est une entreprise qui a un conseil d'administration coiffé par les Américains, les Belges et les Français. C'est fort ce que vous dites, Le président. roi Mazakane. belge. Ce qu'il vous dit, c'est Non, exactement ça. Non, c'est le roi belge. Hein. Je vous dis, c'est exactement Mais- ça. Ramener cela à une entreprise, C'est la RDC une est catastrophe. une multi. Bon ça, mais quoi que je rentre, hein, allez lire, vous allez voir ce qu'on appelle Association internationale du Congo. C'est le nom de cette entreprise que M. Léopold avait donné en son temps. Et il a demandé à la communauté des nations de l'époque-là entre eux, que cette association internationale soit indépendante. Donc le Congo a eu deux indépendances. Une indépendance pour qu'elle soit la propriété de Léopold II. Et l'indépendance, la vraie que Lumumba a commencé à réclamer. C'est l'histoire. Et les Congolais doivent le savoir pour comprendre les méandres de leur pays. C'est un conseil d'administration mondiale qui gère la RDC. Maintenant, quand vous regardez les enjeux, vous regardez qui est président, ça fait rire. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Allons-y Je rapidement. vous dis que président. la question sécuritaire, c'est Oui. ça. Cette alliance du Sahel, sa mission historique, c'est de décimer, tu parles français, décimer cette armée informelle de la France. Et Paris le sait. Quand Bertrand vous dit que ce n'est pas un garçon, mais il ne ment pas. Est-ce qu'avant la France braillait avant de renverser un D'intervenir. président? Opération Barracuda. Est-ce que la France est braillée? Le matin, on avait déporté. Terminé, quand la France avait fait le territoire, donc c'est terminé. Mais le père Déby, est-ce que la France a braillé pour le tuer? Il l'a assassiné. Est-ce qu'elle est finalement aux abois? Hein? Est-ce qu'elle est définitivement aux Non, abois? elle a terre. À bois, c'est trop dit. Elle a terre. Nous, on pisse sur Macron. C'est qui Macron? On pisse sur la France. Je dis on pisse dessus. On n'a pas envie. Ça ne nous plaît pas, mais on est obligé de faire ça. Mais après, il y aura, et c'est cette question que je voudrais qu'on puisse évoquer, le cas de ces diasporas, de ces trois pays qui est fortement menacé. Les artistes ont été épinglés, J'arrive. mais cette fois-ci, C'est de décimer cette armée. Et la décimation de cette armée dépasse le cadre du Litakom gourmand. Ça va jusqu'au Tchad. Vous ne pouvez pas libérer le Sahel en laissant le Tchad être l'otage de 9 bases militaires françaises. Mais monsieur, c'est une grosse géopolitique qu'on fait là. Vous avez nos frontières physico-historiques. C'est du Cap au Caire, pour parler comme les Anglais. Je veux dire que toute l'Afrique, là, que vous connaissez, le Cap au Caire, ça c'est la frontière physico-historique de l'Afrique. Mais l'autre frontière, son versant, c'est la frontière globale, c'est-à-dire que la frontière historique et culturelle. C'est-à-dire toutes les diasporas africaines du monde entier. Vous avez dit que nous sommes pratiquement, vous avez au moins 6 millions de Noirs en Asie. Au moins, j'en sais pas ça, de Noirs en Asie. Je ne parle pas des Caraïbes. Je vous parlais de l'Indo-Pacifique. Vous voyez qu'il faut donc que les deux frontières fusionnent. C'est ce que nous appelons, nous, ONMPL, le panafricanisme du XXIe siècle. Il se pose des alliances globales. Cette alliance, donc, a pour partenaire militaire naturel la Russie. C'est clair. C'est clair. Et elle est déjà là. Non, non, je vous dis pourquoi le garçon de l'Élysée va caler dans son palais. Et va passer à pleurnicher. C'est tout. Écoutez bien ce que je viens de vous dire. Je vous donne l'exemple pour montrer ce qui se prépare. allez-y, président. Et qu'il n'y a pas de hasard. Vous allez bien comprendre pourquoi c'est profond. Il va approfondir quelque chose. Cette alliance globale donc, a pour partenaire naturel la Russie. Et vous voyez pourquoi ceux qui disent qu'on cherche un nouveau maître ont bien compris où on va. Et ils ont pas eu de temps. Vous avez observé que lors du dernier G20, il n'y a pas eu de communiqué contre la Russie. Tout le monde s'est abstenu en tout cas Rien. de dire quoi Y que ce compris soit le mot guerre. sur Y l'opération compris le militaire mot spéciale, guerre. alors que c'était, en tout cas, c'était l'un des points retenus lors de ce véritable. Sur comment on fait une réunion du G20. Il n'y a pas de communiqué condamnant la Russie. On dit que non, l'Inde n'a pas voulu.
Mais l'Inde, c'est qui aujourd'hui? L'Inde, c'est un pays qui est en pleine diversification de ses partenariats, mais qui est tiraillé par deux lames de fond. Tout à fait. Le nationalisme indien et le mondialisme indien incarné par les Rothschild et en particulier ce premier ministre Vous faites. anglais. Mais je vais vous répondre. Vous faites bien d'évoquer le cas de l'Inde. Je crois qu'il faudrait bien entendu expliquer clairement la position de l'Inde aujourd'hui qui joue sur pratiquement tous les tableaux. Et nous, on a peur véritablement de sa présence au sein des BRICS compte tenu du poids que... Moi, je vous dis pourquoi vous ne voulez pas avoir peur. L'Inde, je vous dis, c'est la lame de fond, c'est ce que je suis en train de vous dire. Tout à fait. Le Premier ministre, l'Indien Premier ministre à Londres, à qui on a autorisé de faire les coutumes indiennes là-bas, c'est un objet de Rothschild, de la City de Londres. Ils viennent de là. Écoutez bien. Mais, je sais le quoi. Mais vous êtes informé, cher aîné, je le sais. Ils viennent de La là. City de Londres, ce n'est que la personne. Mais qui est le patron de la City de Londres? C'est le patron de Macron, on l'appelle Rothschild. Qui très bien voit très bien ce qui se passe. À l'heure actuelle, on vous a dit, le grand match est en train de vouloir se faire. C'est-à-dire que vous voyez très bien comment on commence à se faire un consensus en Europe Tout à fait. sur la question de l'Ukraine. Pour dire qu'il faut arrêter ça. Cette guerre n'a pas de place. Quand vous voyez Sarkozy sortir là en mission, vous voyez des anciens généraux de GT, on dit allez dire la vérité que l'Ukraine ne vaut rien. On a perdu. Une division russe a tapé l'OTAN en Ukraine. Allez dire cette vérité-là. On a passé le temps à mentir aux gens. Allez dire cette vérité. Le consensus est en train de faire. Vous savez pourquoi? On veut négocier avec la Russie. Et ça peut expliquer le fait qu'on n'ait pas ce communiqué final. Oui. Entre autres. Mais ce qui est derrière. On ne peut pas fâcher. Pourquoi Macron, je vous dis pourquoi Macron fait le cinéma sur Bazoum. C'est un petit cynique. Tout le monde sait que Bazoum l'a appelé au début. Quand le coup d'État a commencé, il lui a dit pardon, viens me sauver. Il n'est pas venu. Il a dit que je ne viens pas. Donc, personne n'a pitié de Bazoum. Il mérite ce qui lui arrive. Il instrumentalise Bazoum. Tout à fait. En espérant que ses parents vont obtenir une négociation avec la Russie. Parce que la négociation russe, c'est qui ce sont les Rothschild qui veulent négocier avec la Russie, pour les dossiers ukrainiens, pour dire préserve notre empire. Nous voulons préserver notre empire en Afrique. Préserve ça. Ils veulent négocier en passant par certains réseaux juifs. Non, là c'est la pointe. Il faut qu'on touche au fond. Par certains réseaux juifs. Macron espère que la Russie, on va dire aux Russes, nous sommes d'accord pour l'Ukraine. Et quand il y aura une bataille après, à savoir la reconnaissance des pays, parlons comme ça, comment je vais appeler ça, des régions là de l'Ukraine qui sont des régions russophones de l'Ukraine. Du Donbass. Donbass, là où il y a eu le référendum. Ouais, du Donetsk. La bataille sera leur reconnaissance internationale. La France dit à la Russie, la France dit que ma voix porte, je suis prêt à reconnaître tous ces pays-là, pourvu que tu me laisses ma part des gâteaux en Afrique. C'est ça la bataille. Imaginons un scénario où non, la Russie... En jeu politique, on n'imagine pas. On fait des scénarios et on s'organise pour le faire. Voilà pourquoi ces États sont en avant, ils ont compris. Voilà pourquoi quand le Mali a soutenu le référendum russe qu'il y a eu dans le Donbass, il y a deux pays seuls en Afrique que l'on fait. Peut-être trois. L'Érythrée, le Mali et le Centrafrique. Certes, leurs conditions sont particulières, mais j'ai dit que tant pis pour les pays africains qui n'ont pas compris ce qui s'est passé. Ces pays-là, en le faisant, ont anticipé de ce qui est en train de se passer là. Ils ne feront pas les frais de négociations qui vont commencer là, qui vont se faire sur la reconnaissance. Parce que le débat nucléaire est clos. Poutine a gagné la guerre. Oubliez ça. Maintenant, c'est la question de la reconnaissance de la Crimée et des territoires du Donbass. La question de la reconnaissance internationale, c'est là où l'Occident attend. C'est là où les batailles vont commencer. Les Américains vont dire donne-moi tel morceau d'Ukraine, l'autre, les Polonais réclament leur part. Et la France dit que mais je ne vais pas tout perdre. Et la France, c'est Christophe Rothschild, qui ont plusieurs faux feux. Bon, imaginons quand même que la France ne veut pas tout perdre, mais elle a plus intérêt en Afrique désormais. Est-ce que, imaginons, vous avez refusé d'évoquer cette hypothèse. Laquelle? Celle qu'il y ait des concessions entre la Russie et la France. Non, il n'y aura pas de concessions. Non, il ne peut pas y avoir de concessions. Mais l'Occident va négocier. Qu'est-ce que Poutine fait? Mais regardez ses voyages stratégiques actuellement. Regardez les voyages de Poutine. Il était où le MA? Il est attendu en Corée du Nord. Ben, très bien. Et qu'est-ce que le Coréen vous a dit concernant le Niger? Non, mais regardez la ligne. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dit je vais entrer en guerre. Il dit je suis là, je vais entrer en guerre aux côtés du Niger. Si vous touchez le Niger. Il a d'ailleurs dit qu'il vient pour soutenir désormais la Russie dans sa guerre. Oui, docteur Jean, oui. De toute l'histoire, même aux sorties de la Seconde Guerre mondiale, s'il y a un peuple qui a toujours soutenu les Africains, c'est la Russie. La Russie. Tout à fait. Donc aujourd'hui, si tu veux, dans la culture des Russes,
ils ont l'Africain comme étant un allié. Mais sauf que là, ici davantage, il y a un enjeu. Et le président l'a évoqué, Oui, mais le cas de la reconnaissance internationale de ces zones déjà, voilà, qui sont conquises via le référendum qui a eu lieu il y a pas très longtemps. Ce que dit le président, Voilà, on n'a pas besoin de ce que cette dit le reconnaissance président internationale. Madatani, c'est que le coup est déjà joué du côté du Donbass, de Louhansk, etc. Il reste un coup à jouer, c'est celui de la Crimée. C'est là où ça pourrait bloquer. Et c'est là où, effectivement, discrètement, les pays occidentaux appellent un peu la Russie à la négociation. Mais la Russie ne pourra jamais demander une monnaie d'échange sur l'Afrique. Jamais. Parce que culturellement, c'est pas possible. Qui a toujours soutenu le mouvement véritablement indépendantiste, panafricaniste en Afrique? La Russie. C'est toujours la Russie. Tu sais pourquoi? Non, mais Attends, vous c'est citez en nos tout premiers président. cadres politiques étaient formés où? En Russie. En Russie. Donc, je ne vois pas aujourd'hui, mais ce serait une haute trahison déjà en Russie que même les Russes ne l'accepteront jamais. D'accord. Au-delà de ça, Oui. les Allons-y. Russes sont de très bons géopoliticiens. Il faut faire attention. Il ne faut pas écouter la propagande que les Occidentaux font sur la Russie. Non, ils ont fait pour l'Iran. Les Africains ont découvert après que c'était un pays hyper développé, malgré toute la propagande anti-islamique qu'on faisait Oui, bien sur sûr. les soi-disant les mollahs. Les mollahs. Oui. C'est-à-dire qu'un monsieur comme Fabius appelle les dirigeants iraniens les mollahs. Pendant qu'il a porté son képia juif sur la tête, il trouve ça normal. Son kippa. Le kippa juif sur Le sa kippa. tête, il trouve ça normal, mais il appelle les gars la molla quand ils mettent leur élément traditionnel qu'ils mettent là sur leur tête là. Mais c'est ça, c'est l'Occident. Mais la Russie sait très bien, en tant que de bons géopoliticiens, que sa profondeur géopolitique, je vous le dis ici, c'est l'Afrique, c'est pas la Chine. Non, ça ne peut pas être. Avec la Chine, c'est une alliance de circonstances. Oui. Et La de- profondeur géopolitique de la Russie, c'est l'Afrique. Et les Russes sont intelligents en géopolitique pour le savoir. Il n'y a pas de philanthropie là-dedans. Ceux qui voient la Russie un nouveau maître sur leurs problèmes. Et dans le fait que l'Afrique est la profondeur géopolitique russe, nous sommes en parfaite égalité pour négocier. Est-ce qu'on appelle la négociation la force d'un faible? Quand toi, tu es très loin là, un faible qui est proche de ta profondeur, il est fort. Parce que c'est lui qui est le garant de ta profondeur. C'est égalité. Mais les Tintins, il faut comprendre ce qu'on est en train de vous dire là. La Russie ne peut pas négocier avec eux parce qu'ils n'ont pas de parole. Combien de fois ont-ils fait faux bond à la Russie? Ils n'ont pas de Le parole. premier discours, le discours qui a précédé effectivement l'intervention Les militaire enjeux actuels. en Russie, il Moi, était je vais vous longuement dire, revenu là-dessus, le président Les enjeux actuels. Poutine. Écoutez mon débat. Poutine se prépare à entrer à Kiev. Moi, je vous donne l'information. Allez, vous avez dit que Poutine se prépare à entrer à Kiev. Parce qu'il n'est pas en train de négocier avec eux. Tout ça, il avait dit depuis que ce que je n'obtiens pas par la négociation, je l'aurai par la force militaire. force, il a dit. Parce qu'il les connaît. Il s'est préparé. Ce qu'on ne vous dit pas. Il y a une façade en termes de réserve de richesse. L'une des dernières frontières de la richesse en Asie, que les Occidentaux n'avaient pas prévu. C'est ce qu'on appelle la façade arctique. Oui, de dans la la Russie. zone arctique, oui. C'était couvert de glace. Il n'avait pas prévu que la Russie allait domestiquer la glace d'une manière inattendue. Il y a une richesse fabuleuse là-bas. Considérable. Et c'est une voie. C'est une nouvelle voie désormais internationale qui s'ouvre, qui permet à la Russie de se ficher totalement de l'Europe. Oui, professeur, là ce n'est plus de l'Europe à l'Oral. De quoi? De la mer de l'Oural. De l'Atlantique à l'Oural. À l'Oural. C'était vieux. Aujourd'hui, la Russie a le moyen de se passer de ce genre de comportement avec sa façade arctique. Et là, elle est passée désormais. Elle avait les brises de glace avant. Mais aujourd'hui, elle a les bateaux qui n'ont pas besoin de briser la glace, qui passent sur la mer. Et Biden, les Américains pleurent déjà en disant que la Russie n'a pas le droit de dire qu'elle est la seule qui doit avoir le contrôle sur cette façade. En disant que non, il faut que ça soit ouvert à tout le monde. Ah, écoutez, mes je vous dire. Donc la Russie n'a pas demandé reste. Attention! Ce sont les Allemands aujourd'hui qui commencent à dire que monsieur va revenir au charbon. Il y a des députés allemands qui commencent à dire qu'il faut lever les sanctions immédiates avec la Russie. Parce que l'Allemagne est en train de mourir. Ses PME sont en train de mourir. Et monsieur Scholz est en train de faire sa conversion de faux écologiste qu'il était à charbonnier. On a dit retournons au charbon, monsieur Scholz. Entre-temps, ils achètent le pétrole, le gaz russe de manière clandestine. Tout à fait. Et ils ont dit l'autre jour que on n'a pas envie de prendre les sanctions sur cet approvisionnement clandestin. On ne prend pas les sanctions par rapport à ça. Parce que les Américains nous ont joué ça dur. Ils nous ont fait ça dur. Nous avons perdu l'avantage qu'on avait avec le gaz russe. Ils vont nous vendre un gaz 8 fois plus cher. Le GNL d'abord qui est très... Alors, pour dire quoi? bien. Pour dire donc, mon frère, voilà l'enjeu.
Quand Macron gesticule sur l'ambassadeur au Niger, mais aujourd'hui, le débat en France, le débat au sein de la diplomatie française est grave. C'est très grave. Parce que Macron a livré un ambassadeur à Mondovision. Oui. Il a livré à Mondovision. Il peut gesticuler avec sa chevelure de petit voyou là. Il peut gesticuler, mais tous les diplomates français savent que c'est très grave. Et comme ça mérite une action en destitution. Tu peux pas. C'est comme si tu livrais un militaire, des services secrets, un agent secret, qui est au front, tu le livres en dévoilant son identité. Aux États-Unis, on te destitue. Ça, c'est clair. Macron a fait pire. Il a fait pire. Il a violé consciemment la convention. Les conventions de Vienne en plein jour. Ouais. Il a livré l'ambassadeur. Il est le premier à dire qu'il est pris en otage. Quand la France dit à Mondovision que son ambassadeur est pris en otage, ça veut dire que la France est finie. Parce qu'avant, Bertrand l'a dit, avant, il ne dit pas, elle vient libérer cet ambassadeur. Tout à fait. Le monde est en train de voir que la France est en train, c'est-à-dire qu'ils sont moins que du papier là. C'est ce qu'on est en train de voir. Et les Français le voient. Donc les jours de ce monsieur, pas surpris, sont comptés. Hein? Parce que, on ne le dit pas en public, mais ça chauffe. Et il continue de gaffe en gaffe. Ils sont en train de vouloir interdire la circulation des artistes. Et je voudrais rapidement écouter Bertrand et Dr Gweb là-dessus, je vous en prie. Madame Colonna fait semblant de démentir, mais c'est faux. Tout à fait. C'est déjà prouvé. Il me dit, elle a été prise. Absolument. Elle a ajouté encore, ils sont allés même plus loin. Okay. Maintenant, ils sont en train de dire qu'ils vont retirer le titre de séjour aux étudiants. Oui. Ça veut dire quoi? C'est ce qui est intéressant, je ne pas là. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Moi, c'est pas ce que la France dit qui m'intéresse. C'est pas ce que les gens. Moi, Balakali, ça c'est pour moi que je parle. Je parle à mon nom. Moi, c'est pas ce que les gens vont chercher en France pour étudier. C'est pas ce qu'ils vont chercher là-bas. Mais c'est là le problème. Les gens sont libres d'aller. Je dis ceci. Ouais. Quelle leçon tire de ça? Ces artistes qui pensent que l'art est neutre. Ces étudiants qui pensent que les études sont neutres. Ils sont en train de comprendre que les études sont une arme de guerre. C'est justement vers là que ma que question l'art était dirigée. est Pourquoi faire une pression arme autour de ces- guerre Ouais. dont les falliers pour pas. Non, ne les citons pas. Et tous ces... Il en a eu sa dose avec ses Vous compatriotes. me demandez de pas le citer, mais Macron en a fait son arme. Je le sais très bien. Tous ces artistes et ces footballeurs Ouais. qui circulent là, et c'est la théorie de Mbembe, la circulation. Et Charles Kenyoni Vous- avait d'ailleurs attiré bien. notre attention sur ce projet, je crois. Les avec vous. études constituent une arme de guerre, Tout à Fabrice. fait. Les arts constituent une arme de guerre. Le sport est une arme de guerre. On l'a vu avec la Russie. C'est ce qu'on vient de vous dire. Absolument. C'est ce qu'on vient de vous dire. Désormais, donc, tout le monde est averti. Vous n'avez pas dit que vous ne saviez pas. Il n'y a pas de circulation neutre. Vous voulez aller étudier en France, vous voulez faire du sport en France, vous voulez faire vos fameux concerts là, qui peut-être vous enrichissent, vous les artistes, mais contre le dos, sur le dos de votre continent. Vous comprenez désormais que quand la femme vous laisse tranquille, c'est parce qu'elle piétine votre continent et elle piétine vos intérêts. Dès que vous vous levez, elle se sert donc de ces sanctions, n'est-ce pas, pour essayer d'intimider les Africains.